Bonjour à toutes et à tous. Je suis Léo Baudrin, je suis directeur du développement chez Amical. Je suis ravi de vous accueillir de nouveau pour cette première session digitale de l'après-midi du jour 2. Je voulais simplement vous donner quelques consignes et une modalité de connexion. Vous êtes 465 inscrits au MSN Forum. On est très heureux de vous avoir si nombreux parmi nous. On a choisi donc un format webinaire dans lequel vos micros sont en mute et vos caméras sont désactivées. Néanmoins, on compte sur vous pour interagir avec nous et nos intervenants du jour via le module conversation et questions-réponses. On prévoira aussi à 2 moments dans l'atelier des questions de sondage et donc soyez attentifs et participez avec nous. Juste 2-3 infos avant de donner la parole à nos intervenants. On a mis à votre disposition une application ConnexMe via laquelle vous pouvez rentrer en contact et interagir entre vous. On vous invite fortement à la télécharger et à l'utiliser. J'en profite aussi pour vous rappeler que vous pouvez participer à la communication de l'événement et réagir sur cet atelier via Twitter et le hashtag Mécène Forum. Et sachez également que vous recevrez dans le tote bag virtuel du participant qui sera mis à jour et qui vous sera renvoyé la semaine prochaine, vous pourrez retrouver le replay de cette session. Voilà, cela étant dit, je passe tout de suite la main à Nicole pour vous présenter les intervenants et je vous souhaite une bonne session. Bonjour tout le monde, merci Léo. Je suis Nicole Villès, administratrice d'Amical. Je vais vous présenter nos intervenants du jour. Sylvain Lambert, vous êtes associé au cabinet PwC. Vous y avez fondé il y a 26 ans le département développement durable que vous co-dirigez. Vous conseillez des entreprises de toute taille et des investisseurs. Parmi les entreprises que vous conseillez, Sanofi et également sa structure de mécénat, Sanofi Espoir. Cécile Renoir, professeure de philosophie, notamment à l'ESSEC, à Sciences Po, à l'École des Mines. Et à l'ESSEC, vous dirigez le programme CODEV qui concerne les enjeux de co-développement. Vous êtes présidente du campus de la transition et avez coordonné l'écriture du manuel de la grande transition qui vient de paraître. Valérie Feillat, vous dirigez depuis 2017 la Fondation Sanofi Espoir qui facilite l'accès aux soins des personnes les plus vulnérables. Les axes d'intervention de Sanofi Espoir sont en particulier la santé maternelle et néonatale et les cancers des enfants. Amélie Moritz, également à la Fondation Sanofi Espoir, vous êtes justement en charge des programmes santé en France et des urgences humanitaires. Avant de converser avec nos intervenants, nous avons prévu un premier sondage qui nous permettra de tester, puisque c'est le but aussi, votre sensibilité et votre connaissance des ESG. Léo va lancer le sondage et laisser quelques secondes pour qu'on y réponde. Merci Nicole. Le sondage doit apparaître sur vos écrans. Je vous invite à y répondre. Je vais le laisser ouvert une petite minute. Je vois que les répondants augmentent. C'est une façon de nous mettre en jambe et de savoir votre appétence et votre connaissance pour ce sujet. Je le laisse ouvert encore une vingtaine de secondes. Encore 10 secondes et je clôt le sondage. Et voici les résultats. Donc, en majorité, vous les connaissez. Vous êtes 51% à les connaître et vous êtes le plus nombreux à les trouver prioritaires. Donc, c'est déjà une bonne mise en jambe. Mais pour la continuer, je vais demander tout de suite à Sylvain Lambert. On parle de critères ESG.
quels sont-ils en réalité, s'il vous plaît? Merci Nicole. Vraiment, bonjour tout le monde, c'est une excellente question. C'est vrai qu'à force de parler des critères ESG, on a l'impression qu'on ouvre un document et on va trouver la liste des critères ESG qu'il faut mettre en œuvre. Je vous engage par exemple à taper critères ESG sur Google, vous ne serez pas déçus. Vous allez tomber sur des tas de choses et même d'ailleurs Wikipédia va vous dire qu'il s'agit de parler de E, environnement, de S, social et de G, gouvernance, mais nulle part vous n'allez trouver une liste qui vous dit, voilà, vous appliquez ça et ça y est, parfois on parle même de compliance ou de conformité ESG, ce qui ne veut rien dire. Donc, par contre, évidemment, ça veut donc dire que mon premier élément de réponse, c'est qu'il n'existe pas aujourd'hui de référentiel, on va dire, commun en matière de critères ESG. Par contre, il existe énormément de choses et on est dans un scope particulièrement large, hein, la définition même. On va parler donc, comme je le disais, de gouvernance, de sujets environnementaux, de sujets sociaux. Donc, on va aller de l'éthique. Alors, on a des référentiels légaux. Hein. Dans l'éthique, par exemple, on a la loi Sapin qui est en France un cadre, on a d'autres lois dans différents pays. Mais dans d'autres domaines, vu la largeur des sujets, il n'existe pas encore aujourd'hui de référentiel commun. Il existe des initiatives privées, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas de qualité, qui sont souvent internationales. Une des plus anciennes s'appelle la Global Reporting Initiative, la GRI, et qui est née dans les années 90, quand les entreprises ont commencé à diffuser des informations en matière de RSE ou de ESG, comme on veut, et qu'il est apparu le besoin de cadrer un peu les publications des entreprises, les sujets, et donc des groupements d'entreprises, d'ONG, de consultants se sont mis ensemble pour créer cette initiative, qui existe toujours aujourd'hui, et qui propose, de façon parfois sectorielle, parfois de façon globale, un ensemble de principes et d'indicateurs pour que quelqu'un, une entreprise, rende des comptes sur la façon dont elle traite ces questions. D'autres initiatives sont apparues dans le temps et aujourd'hui, on est à un moment clé en matière ESG et totalement passionnant, puisque le sujet, et on l'a vu, les gens connaissent bien, je pense que si on avait fait le sondage il y a 10 ans, on n'aurait peut-être pas eu les mêmes résultats, mais on est face à une accélération considérable. D'abord, sur le territoire, d'abord à mentionner, la France est un pays précurseur. La France, dès le début des années 2000, en 2001 exactement, sort une loi qui va imposer aux sociétés cotées de publier des informations RSE dans leurs comptes. Bon, ça n'en dit pas plus. Le Grenelle de l'environnement sous Nicolas Sarkozy rend obligatoire pour toutes les sociétés de plus de 500 personnes non cotées et pour les sociétés cotées de publier des critères, des informations. Et là, on a une liste. Effectivement, on a une liste, alors pas vraiment d'indicateurs, mais de thématiques sociales, sociétales, environnementales et éthiques sur lesquelles les entreprises doivent donner des informations dans leur rapport de gestion. Et ces informations doivent faire l'objet d'un contrôle externe. Donc Sanofi, par exemple, depuis bien longtemps, avant que la loi arrive, communique sur ces questions. Et puis maintenant, c'est un débat européen, puisque depuis 2018, pour toutes les entreprises de plus de 500 personnes, à quelques variables administratives près, dans tous les pays de l'Union européenne, eh bien, les entreprises sont obligées de rendre des comptes sur les questions ESG. Et là, nous n'avons toujours pas de référentiel, puisque c'est à chaque entreprise de définir ce dont elle veut parler, et ce qui nous amène à un débat important aujourd'hui, qui est le débat autour de la matérialité. Et ces textes européens, c'est pour ça que je disais qu'on est à un moment essentiel, puisque cette initiative européenne, qui est une réglementation, qui date de 2018, est en place, mais l'Europe est en train de la revoir et annonce pour 2021 les premières évolutions, et au cœur de cette évolution, la question de la matérialité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la matérialité? Et c'est une réponse justement pour dire, mais qu'est-ce que c'est que ces critères ESG? Si je la faisais courte, je dirais, ça veut dire que c'est les critères qui sont importants pour une entreprise. En fait, ce que va dire la réglementation, ce qu'elle oblige déjà, elle oblige les entreprises à rendre des comptes sur ce qu'elles considèrent comme étant des principaux risques en matière ESG. À l'entreprise de déterminer comment elle détermine ces risques, comment elle établit ces risques, mais chaque entreprise concernée par cette réglementation doit publier une liste. Alors, si on regarde le CAC 40, la moyenne, je crois, est de 10 à 12 sujets. Certains, d'ailleurs, parlent d'enjeux plus que de risques, parce qu'un risque, selon comment on le prend, peut se transformer en opportunité, mais la loi parle de risques. Donc, l'entreprise publie ses principaux risques, et pour chaque risque, elle explique ce qu'elle fait en matière de politique, de plan d'action, d'engagement, et elle donne des résultats sur la gestion de ces risques sous forme d'indicateurs de performance. Donc ça, c'est la loi. Dans le débat qui est en cours autour de la matérialité, eh bien, aujourd'hui, le cœur, c'est de dire ce qui va être matériel pour une entreprise, c'est ce qui peut l'impacter fortement,
niveau premier de la matérialité, mais aussi ce qui peut impacter les parties prenantes externes, niveau numéro 2. Numéro 1, c'est ce qu'on appelle la matérialité financière, qui est déjà définie dans les textes. Quand on parle d'analyse des risques, eh bien, on est censé publier les risques qui impactent significativement les comptes de l'entreprise. Mais là, on dit attention, il y a une deuxième couche qui est l'impact positif ou négatif. Et d'ailleurs, ça pourra éclairer les débats que l'on a autour d'une activité sociétale comme la fondation, de dire aussi on génère de l'impact positif, donc on va demander d'éclairer justement dans les deux sens les enjeux en matière ESG. Donc on est au cœur de ce débat. L'Europe prévoit même, et a même lancé un groupe de travail à l'EFRAG aujourd'hui, pour définir un référentiel européen en matière ESG, puisqu'elle considère que c'est un sujet stratégique. Alors c'est un choix politique, hein. L'Europe a une vision politique de ce que doit être le développement durable pour l'Europe, la neutralité carbone en 2050, une transition juste, un monde plus durable. Donc elle met en œuvre des textes destinés à assurer la vision politique qui a été choisie par les citoyens de l'Europe en votant et qui est mise en œuvre par les différentes commissions et qui comporte toute une série de plans. Et ces éléments aujourd'hui, eh bien, que j'expose font partie de ce plan. Et donc l'Europe dit aujourd'hui trop de référentiels différents. Il faudrait un référentiel, alors qu'il peut consolider des initiatives privées, les utiliser, se baser sur des bonnes pratiques d'entreprise, mais l'Europe va travailler dans les années qui viennent à un référentiel, et nous aurons peut-être, dans 5 ans, 6 ans, des critères ESG publics européens. Et dernière couche dans ma réponse, pour être totalement complet, on dit l'Europe, mais quid du reste du monde? Et c'est pour ça que toujours on a un moment clé, depuis quelques mois, un monde qu'on n'attendait pas, en tous les cas sous la présidence actuelle jusqu'au 20 janvier, qui est le monde américain, qu'on n'attendait pas du tout sur ces questions. En tous les cas, quand on entend Donald Trump s'exprimer sur ces questions, on pourrait être surpris. Mais lui, il n'a rien dit. Par contre, le monde américain, en particulier l'économie américaine, depuis 2 ans, a accéléré, en particulier la partie financière de l'économie américaine, a accéléré très très fortement sur ces questions, en réaction à ce qui se passe en Europe, puisqu'elle note, l'économie américaine, le choix de l'Europe, avec un des objectifs qui est assez clair, c'est d'allouer les flux de capitaux aux activités durables. Donc l'économie américaine dit, il nous faut nous aussi, pour ne pas être dominés par les critères européens en matière ESG, se doter nous-mêmes de nos propres critères. Et ceux qui ont porté ça le plus sont des très grands acteurs de la finance, les BlackRock, les JP Morgan, les Goldman Stanley, mais surtout la SEC, l'autorité des marchés américaine, a en juin 2020 publié son plan stratégique mentionnant l'importance de ces données-là pour l'économie américaine et le côté géopolitique et de l'importance. Donc, on est à un moment où on passe d'un univers où il n'y avait rien, chacun s'est défini des choses, des initiatives privées ont commencé à encadrer, le régulateur a commencé à apporter son écho, mais sans définir des critères en disant aux entreprises, allez-y, racontez-nous, mais voilà le cadre, puis en disant maintenant, ce qu'on veut, c'est que vous nous parliez de choses sérieuses et pas de l'arrosage des pots de fleurs uniquement, et on voit qu'on va aller jusqu'au bout à des référentiels probablement d'État ou de zone géographique, si on parle de l'Europe, et probablement même à 10 ans, peut-être même à une refonte des systèmes comptables et financiers. Ça va vraiment très très loin et on a intérêt à y être tous attentifs. Merci beaucoup Sylvain pour ce panorama complet dans le temps qui nous est imparti. Je dis à chacun que vous pouvez poser des questions et j'indique également que Sylvain Lambert devra nous quitter exactement à 15 heures. Donc si vous avez des questions pour lui, il faudra les poser un petit peu avant, au début de notre session questions-réponses. Posez vos questions dès maintenant si vous le souhaitez. Clara Lemonnier, qui est modératrice de cet atelier, les synthétisera, les posera ou je vous les poserai directement à chacun de nos participants. Je me tourne maintenant vers Cécile Renoir. Cécile, on voit que la démarche est en train de se renforcer à travers ce que Sylvain nous a dit. En tant qu'enseignante et présidente du campus de la transition, j'aimerais vous demander comment vous voulez y contribuer, mais pour commencer, je souhaiterais que vous nous disiez en quelques mots ce qu'est le campus de la transition, s'il vous plaît. Oui, merci Nicole et bonjour à toutes et tous. Alors, le campus de la transition est une association qui a été créée en décembre 2017, donc il y a bientôt 3 ans, suite à des échanges que j'avais eus au départ avec des étudiants de différentes écoles où j'enseigne. Et puis, la création de cette association est aussi liée à des interactions avec des professionnels dans le cadre des travaux, notamment du programme CODEV, là, que j'anime à l'ESSEC depuis une petite quinzaine d'années. Et en fait, face
à ces énormes enjeux, justement, on pourrait résumer sous les termes ESG, d'un point de vue à la fois, on pourrait dire, citoyens, sociaux, environnementaux, et qui touchent évidemment les modèles économiques. Eh bien, le constat partagé, c'était un peu peut-être le décalage entre l'ampleur de ces enjeux et des ambitions affichées par, on pourrait dire, des gros paquebots que sont les grandes écoles et universités d'un côté ou les multinationales de l'autre, et puis la difficulté justement qu'il y a à vraiment traduire dans la transformation des trajectoires ces changements, en intégrant vraiment de façon structurante ces sujets. Un peu ce que vient d'évoquer Sylvain Lambert avec cette évolution progressive des normes et du droit, à la fois du droit mou et du droit dur. Voilà. Et en fait, avec le collectif avec lequel je réfléchissais à ce qui pouvait être fait, nous nous sommes dit qu'au fond, créer une petite institution qui ne serait pas en compétition avec ces grosses structures, mais qui serait en fait une petite institution plus agile, ce serait l'occasion de pouvoir proposer un lieu de formation, de recherche et d'expérimentation de ce qu'on peut appeler la grande transition, la transition qui est à la fois justement sociale, économique, environnementale, culturelle, citoyenne et politique. Voilà. Et donc, nous nous sommes installés à quelques-uns, j'étais avec des jeunes professionnels, à l'été 2018, dans une propriété en Seine-et-Marne qui a été donnée justement par la congrégation à laquelle j'appartiens. Et c'est un projet non confessionnel, mais là, on a bénéficié d'un don qui avait été fait pour que ce domaine soit un projet éducatif et social. Et donc, nous avons un peu pris la relève d'un projet éducatif qui existait jusqu'alors. Et donc, nous nous sommes installés pour essayer de nous mettre en transition personnelle et collective sur le territoire de la Sud Seine-et-Marne, donc en lien avec la communauté de communes, avec des acteurs de terrain, et pour pouvoir accueillir des formations à la fois d'étudiants et puis potentiellement d'entreprises, d'associations, etc., pour aider à percevoir ce que peuvent être des enjeux à la fois locaux, territoriaux, mais aussi réfléchir à ces enjeux globaux, systémiques, via une interrogation sur les cursus. Je dis à tout le monde que vous vous trouvez justement en ce moment à Forges sur ce campus. Je comprends aussi que vous avez cherché à associer les entreprises aux activités du campus de la transition. De quelle manière l'avez-vous fait? Pourquoi? Quelle était l'idée à ce moment-là? Oui, alors les liens avec les entreprises sont importants pour nous à plusieurs égards. D'abord parce qu'il est évident que personne n'a la solution tout seul de la transition et qu'on a besoin, et que les entreprises et les grandes entreprises, pour une part, elles font partie du problème, mais elles font aussi partie de la solution. C'est-à-dire qu'on a besoin, et c'est vraiment, je pense que ce qui est en jeu avec cette intégration des critères ESG dans les modèles économiques, c'est cette transformation des acteurs économiques. Donc ça, moi, ça faisait voilà, une quinzaine d'années que je travaillais beaucoup sur ces sujets avec des personnes de différents groupes, avec lesquels pu avoir des analyses de terrain autour des effets d'activités multinationales dans des pays du Sud, autour des effets de l'activité pétrolière au Nigeria, par exemple, ou sur les enjeux de recyclage du plastique dans différents pays, notamment d'Amérique latine, ou autres. Voilà. Et du coup, dans notre collectif, il y a un certain nombre de cadres et cadres dirigeants d'entreprises qui étaient très, très préoccupés par justement la nécessité d'accélérer les choses et donc désireux de soutenir le campus. Donc, certains ont fait partie de l'association, du bureau de l'association dès le départ. Et puis, nous avons eu là récemment, enfin depuis plus d'un an, une convention avec la Fondation Michelin pour travailler sur les enjeux de mobilité bas carbone et inclusive, à la fois pour la problématique du campus d'une manière plus restreinte, mais aussi en lien avec la communauté de communes, pour essayer de favoriser une réflexion et une expérimentation locale. Je rappelle que la Seine-et-Marne est le département où est né le mouvement des Gilets jaunes. Donc, il y a vraiment ces questions de mobilité inclusive dans des zones semi-rurales qui est un vrai enjeu. Et puis, on a aussi, par exemple, une convention avec la Fondation Bouygues Télécom pour une forêt-jardin dans le domaine de Forges. Voilà, donc des soutiens comme ça d'acteurs, d'entreprises. Un certain nombre de cadres font partie aussi de ce que nous appelons le conseil académique du campus, c'est-à-dire le conseil académique regroupe des personnes qui peuvent être des contributeurs aux formations. Donc, il y a évidemment un certain nombre d'enseignants-chercheurs
quelques doctorants aussi, et puis des personnes d'entreprise, notamment certains de ceux et celles avec lesquels nous avons pu travailler depuis des années et qui peuvent partager leurs expériences aux étudiants. Puis on a des liens avec des agriculteurs et des entrepreneurs de Seine-et-Marne, parce que ça nous semble aussi très important de montrer que les enjeux de transition sont aussi des enjeux de transition territoriale. Et là, donc, très important, et pour nous de ne pas être perçus comme étant dans une bulle isolée dans le domaine de Forges où nous sommes. Voilà. Et puis, on est en train de commencer à développer de la formation professionnelle pour pouvoir contribuer à l'accompagnement peut-être de réflexion dans des entreprises ou dans des associations sur les sujets que nous évoquons cet après-midi. Voilà. Et donc, tout ça, je rejoins complètement ce que dit Sylvain Lambert sur une forme d'accélération aujourd'hui, ou en tout cas, je pense, préoccupation manifeste de plus en plus forte, et en même temps, moi je dirais beaucoup d'inertie aussi, un certain nombre de blocages, et donc la nécessité de se coordonner, de réfléchir à différents niveaux sur ce que peuvent être des transformations à la fois individuelles, collectives, mais aussi structurelles, qui touchent les métriques, les règles du jeu pour les entreprises. Je voudrais en rester à ce que vous appelez peut-être inertie, blocage. À travers ce que vous dites, je me demande si vous n'avez pas pointé du doigt quelque part le manque de culture générale des dirigeants et des cadres en matière d'environnement. Est-ce que vous pensez qu'elle est suffisante en France, puisque vous avez des étudiants, vous êtes vous-même enseignante? Comment sentez-vous qu'on peut améliorer les choses et quel est votre sentiment aujourd'hui? Alors, je pense qu'il y a un manque de réflexion un peu global. Souvent, les personnes ont le nez sur le guidon et nous sommes souvent dans des organisations qui sont assez cloisonnées. Donc, ça peut être difficile d'avoir le recul ou de prendre le recul qui aide à percevoir ces enjeux systémiques, qui invite ensuite à regarder effectivement quelles sont les chaînes de responsabilité. Et c'est bien ce qui est demandé, si on reprend la définition par l'Union européenne de la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise, depuis 2011, quand il s'agit pour une entreprise de maîtriser ses impacts, donc potentiellement au long des chaînes de valeur, ça suppose bien sûr d'avoir un regard assez global et ensuite qui peut rentrer dans le détail des sujets, mais cette vision-là, elle est souvent absente. Moi, ce qui me frappe beaucoup pour enseigner donc l'éthique et les questions éthiques et politiques liées notamment à la vie de grandes entreprises et aux enjeux de transition, que ce soit auprès de publics d'écoles de commerce, d'ingénieurs, de Sciences Po, ou puis en discutant de ça avec des amis ou des personnes qui me demandent d'intervenir dans des entreprises, je suis quand même frappée parfois du manque d'outils de réflexion, notamment éthique, et que parfois on réduit l'éthique à des enjeux d'intégrité, de redevabilité, plutôt que de prendre l'éthique comme un processus de réflexion qui engage justement ces sujets de gouvernance, ces sujets à la fois sociaux, économiques, écologiques, ensemble, et qui touchent finalement à nos représentations collectives de ce qu'est une vie réussie, de ce qu'est le rôle de l'entreprise, de son utilité sociale, du sens. Donc, ça rejoint bien l'idée de travailler sur la raison d'être, sur la mission de l'entreprise. Et je pense que tous ces éléments-là qui sont présents dans la loi Pacte, qui sont aussi présents dans la loi sur le devoir de vigilance, ils invitent les entreprises, notamment, et ceux qui sont en responsabilité, d'assumer une forme de responsabilité que j'appellerais une responsabilité politique, pas au sens de la politique politicienne, mais vraiment au sens des enjeux de la cité, et de plein de manières différentes. Les entreprises, et notamment les multinationales, ont un rôle par rapport à ce qui se passe dans la cité, à plein d'égards, par aussi ce qu'elles font en termes de communication, de publicité, par le type de biens et services qu'elles mettent à disposition, par la façon évidemment dont elles traitent les salariés, mais aussi les sous-traitants, et dans la manière dont elles assument des responsabilités ou pas vis-à-vis des chaînes de sous-traitance, dans tout ce qui concerne la question du partage de la masse salariale, etc. Enfin, on pourrait nommer tous ces sujets qui, en fait, pour moi, font système parce qu'ils disent quelque chose d'un regard justement un peu profond sur ces enjeux, en essayant d'éviter de prendre les choses de manière qui risque d'être cosmétique si elle est prise de façon cloisonnée. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un grand enjeu aujourd'hui, justement, à
percevoir ces sujets d'une façon holistique. Et je crois que c'est bien ce que les critères ESG invitent à faire. Merci beaucoup, merci. On reviendra certainement sur cette question holistique de collaboration et l'aspect systémique des choses. Pour prolonger la connaissance du sujet et pour voir quel est le niveau de connaissance que vous avez du sujet, on va lancer maintenant le deuxième sondage que Léo va lancer, qui concerne surtout le niveau auquel les critères ESG sont intégrés dans votre stratégie de mécénat. Léo ? Oui, merci Nicole. J'ai lancé le sondage, il est ouvert. Il est en 2 parties. Je vous laisse un petit peu plus de temps pour y répondre. Alors encore une trentaine de secondes. Alors, je laisse ouvert encore quelques instants. Certains d'entre vous n'ont pas répondu. N'hésitez pas. Et par ailleurs, je signale qu'il y a déjà des questions pour Sylvain Lambert qu'on va pouvoir lui poser tout à l'heure, avant qu'il s'en aille. Il y a une également pour Cécile Renoir et puis pas mal d'autres questions. Donc je vous remercie. N'hésitez pas à continuer de les poser. On les traitera au cours de la discussion. Est-ce qu'on a les résultats maintenant, Léo ? Je clôt le sondage. Ah, bon, pas totalement, ce qui explique aussi que vous soyez si nombreux à prêter attention à notre sujet, mais progressivement. Il y a quand même 24% d'entre vous qui disent pas du tout, mais c'est en projet. Donc vous êtes venus nourrir votre réflexion ici, je suppose. Et à quel niveau les critères ESG sont intégrés dans votre stratégie de mécénat ? 11% déjà totalement, c'est impressionnant. Et puis, je ne vois pas le pas du tout. Ah voilà, ça y est, progressivement, là encore, domine 56% d'entre vous et 26% pas du tout, mais en projet. Donc, j'espère qu'on va convaincre ceux qui répondent pas du tout, mais ce n'est pas en projet, de s'y intéresser davantage. Merci Léo. Alors, je vais me tourner maintenant vers quelqu'un qui a dépassé le niveau de projet, Valérie Feillat, au sein de la Fondation Sanofi Espoir. Vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la démarche que vous avez entreprise avec PwC, les équipes de Sylvain Lambert en particulier, puis Sylvain pourra compléter s'il le souhaite. À l'origine, la discussion qu'il y avait eu, c'est que donc on est partenaire avec des organisations. Donc, bien sûr, il y a tout un tas de choses qui sont faites autour du projet, des projets qu'on soutient. Donc, il y a du suivi, il y a de l'évaluation, potentiellement de l'audit financier, etc. Et puis, être partenaire, ce n'est pas seulement accompagner un projet, souvent c'est aussi accompagner une structure, notamment dans le domaine du mécénat. Et là, on s'est posé la question finalement, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on accompagne les structures et comment est-ce qu'on est partenaire sur ce domaine structure et organisation. Et donc, effectivement, la discussion qu'il y avait, c'est on sait qu'il y a des discussions, des choses qui sont mises en place au niveau des entreprises, un système de réflexion avec les critères ESG. Donc, la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on peut appliquer ces critères ESG au niveau des associations pour essayer de mieux comprendre à la fois la maturité des structures et puis les marges de manœuvre qu'il peut y avoir sur l'évolution. Et c'est d'autant plus important quand on soutient des projets qui sont financièrement, on va dire, très engageants. Donc, du coup, on a décidé pour bien répondre à ces deux axes, à la fois le projet et la structure, on a proposé à quelques partenaires de rentrer dans un pilote
pour regarder ce que pouvait être l'application des critères ESG dans les associations. D'accord. Mais vous aviez peut-être des convictions ou des interrogations au départ, parce que pour se lancer dans une démarche telle que celle-là, ça veut dire qu'on a un but, un projet, une volonté d'avancer sur l'ESG. Et quels étaient... Je pense que Cécile a déjà commencé à ouvrir un petit peu la discussion sur cette approche plus holistique finalement au niveau des projets. Nous, ce qu'on voit sur les sujets sur lesquels on est, finalement, on se réfère beaucoup aux objectifs du développement durable. Donc, il y a beaucoup d'objectifs, il y en a 17. Et on se rend compte que quand on touche à un objectif, finalement, ce qu'on fait sur un objectif a des conséquences sur les autres objectifs, même si on ne les cible pas directement. Et donc, si on prend un exemple, les gens, nous, on travaille sur la santé, mais les gens qui travaillent sur l'eau et l'assainissement, qui est l'objectif 6 du développement durable, d'une certaine manière, contribuent à l'amélioration de la santé des populations et donc contribuent à l'objectif 3. Et du coup, ça amène à se poser une question, puisqu'on parle aussi beaucoup de mesures d'impact au niveau du mécénat, et ça amène à se poser une question sur cette mesure d'impact et sur la complexité qu'il y a à faire cette mesure d'impact, si finalement tous ces critères différents peuvent intervenir sur chacun. Alors, à l'inverse, on s'est posé la question et on s'est dit, mais alors nous aussi, quand on travaille et quand on agit sur la santé, potentiellement, on a aussi un impact sur d'autres critères. Lesquels, comment, pourquoi, est-ce qu'on les prend en considération? Voilà. Donc, il y a eu une espèce de... Alors, je ne sais pas si c'est conviction, on est convaincu de la nécessité de l'approche holistique, mais il y a eu surtout aussi un constat qui était de se dire qu'est-ce qu'on fait finalement et qu'est-ce qu'on regarde sur les projets qu'on mène ou sur ce qu'on fait. On essaye de faire des choses qui sont adéquates pour faire avancer la société dans le domaine de la santé. Mais est-ce que je suis sûre que je ne suis pas en train de déglinguer autre chose ailleurs? Et on peut prendre l'exemple, par exemple, sur Gender Balance. Est-ce qu'on regarde si ce que je fais sur la santé n'est pas finalement en train de creuser une autre inégalité sur l'équilibre et l'égalité homme-femme. Et on peut le regarder, donc on en a discuté aussi avec l'équipe. Effectivement, il y a des choses qu'on peut regarder puisqu'on fait aussi de la formation en santé. Donc on peut ne serait-ce que se pencher sur le fait, est-ce que je forme autant de femmes que je ne forme d'hommes, ou est-ce qu'il y a un déséquilibre à un moment donné quand je travaille sur l'oncologie pédiatrique, est-ce que j'ai autant de petites filles qui sont prises en charge que de petits garçons, etc. Et donc c'est tous ces liens. Et on s'est dit, mais finalement, c'est vrai qu'en travaillant, puisqu'on travaille pour l'intérêt général dans le mécénat, finalement, on a chacun un cœur de cible. Ça peut être l'écologie, ça peut être la santé, ça peut être les femmes, etc. Mais finalement, on agit sur d'autres choses. Donc, comment est-ce qu'on fait pour regarder nos interventions sur les autres domaines, même si on ne devient pas des spécialistes. Mais en fait, comme disait Sylvain Lambert, c'est où est-ce qu'est le niveau de risque par rapport au projet que je mets en place, où est-ce que je risque de déséquilibrer à nouveau et qu'est-ce que je peux mettre en place comme indicateur pour regarder ça. Quand on part quand on travaille comme nous sur l'accès aux soins pour les populations les plus vulnérables, on peut travailler dans des pays très corrompus. Qu'est-ce que je mets en place pour éviter d'aggraver ces situations et de contribuer à ce genre de situation. Donc, c'est ça qui nous a amené à mettre en place ce projet ESG et d'essayer de travailler dessus. D'accord, d'accord. Je retiens la notion de système ou holistique, comme le disait Cécile Renoir tout à l'heure. Et je retiens aussi que vous vous intéressiez non seulement à ce que
fait la Fondation, mais aussi à l'impact sur les associations et à la façon dont elles agissent. Donc, je vais me tourner maintenant vers Amélie Moritz. Vous êtes au plus près, du fait de vos fonctions, des associations que vous soutenez en France ou dans le domaine des crises humanitaires. Comment voyez-vous que ces bénéficiaires ou ces associations réagissent? Et puis, si vous pouvez nous donner quelques exemples, comme Valérie vient de le faire, ce serait très intéressant aussi. Bien sûr, merci Nicole. Alors déjà, il faut savoir que dans le cadre de notre mode de fonctionnement et dans la gestion de nos projets au quotidien, on intègre dès la signature des conventions de partenariat l'audit obligatoire pour les projets qui ont un budget supérieur à 200 000 € par an et un audit optionnel ou à la demande pour les autres projets. Donc, on réalise ce projet avec les équipes audit en interne chez Sanofi ou des cabinets externes comme PwC. Et donc, c'est en complément de cet audit financier qu'on va pouvoir proposer une évaluation ESG, si c'est pertinent, notamment pour les petites, moyennes structures qui portent parfois de gros projets, comme le disait Valérie, ou qui agissent dans des pays à risque, notamment certains pays en développement où on intervient. Donc, en amont de cette évaluation, on prend toujours le temps d'expliquer la démarche aux partenaires, car elle peut parfois être mal interprétée, notamment parce qu'elle va s'intéresser à l'éthique et à la gouvernance de la structure. Donc, l'ONG peut se sentir parfois jugée ou suspectée de mauvaise conduite. C'est un ressenti qu'on a déjà observé. Donc, pour nous, il est important de bien expliquer les choses avant le démarrage de l'évaluation. Alors, pour nous, c'est surtout l'occasion de renforcer nos partenariats en accompagnant l'ONG à se professionnaliser. Donc, un détail, mais les coûts sont pris en charge par la Fondation. C'est pas un détail. Non, mais parfois, il y a eu des réactions des associations sur le financement additionnel. C'est la Fondation qui prend en charge, bien sûr, les coûts liés à cette évaluation. Et c'est donc une contribution complémentaire aux subventions qu'on verse déjà dans le cadre des projets. Donc, en règle générale, les retours des associations sont positifs. Ils le prennent en fait comme une opportunité de s'évaluer sur Je crois qu'on a un petit Ouais, problème. je crois qu'on a perdu Amélie. Je crois qu'on a perdu Amélie. Je ne sais pas où elle se trouve, mais ce qu'elle nous expliquait donc, c'est que finalement, après une petite réticence, les porteurs de projets ou les associations ou les ONG avec lesquelles vous travaillez ne se trouvent pas déconsidérés par la mission d'audit que vous proposez. Est-ce que vous pourriez, Valérie, au pied levé, donner un ou deux exemples d'associations, même sans les nommer, avec lesquelles vous avez mené ces audits et qui ont plutôt bien réagi? Oui, alors bon, la question n'est pas de les citer nominativement parce que ça peut les mettre mal à l'aise, mais l'idée, ça a été effectivement, comme le disait Amélie, une fois expliqué en termes de démarche, les choses se sont plutôt bien passées et ont été prises finalement très à cœur par les structures accueillantes pour saisir l'opportunité d'améliorer leur structure. Et derrière, finalement, c'est aussi une forme, et c'est ce qu'ils ont tous intégré, c'était aussi une forme de capital pour rassurer potentiellement d'autres bailleurs de fonds et donc être finalement plus attractif pour des bailleurs de fonds, le fait de savoir que la structure a été évaluée et que telle et telle chose ont été mises en place. Ce qu'on a pu voir, c'est que passé le rapport ESG, les structures ont vraiment continué le travail. Je pense que ça, c'est important, c'est-à-dire que ça n'a pas été un tenté, on fait une évaluation, on regarde ce qui se passe, etc. Vraiment, les structures ont considéré que ça apportait quelque chose et ont poursuivi la démarche. Alors, elles l'ont poursuivi soit en complète autonomie, en retravaillant à la fois leur process, leur façon de faire, etc.,
soit pour certaines, il y a même eu un peu de mécénat de compétences, d'accompagnement, soit par des équipes de l'audit interne de chez Sanofi, voilà, pour remettre en place des process, etc. Donc, je pense que au final, en termes, autant il y a eu beaucoup de suspicion, un peu de réticence au démarrage, vraiment, ils se sont sentis, oui, un peu comme si on les avait pris en faute. Et puis, ben, au final, ça s'est vraiment bien passé et surtout, ça a bien continué le développement des structures. Sylvain, vous avez peut-être un commentaire à faire qui compléterait celui d'Amélie et de Valérie? Oui, je crois que d'abord, ce que vient de dire Valérie est extrêmement important. C'est pas un audit de sanction, c'est un suivi de qualité et qui met à la hauteur d'ailleurs ce qui est vraiment le mécénat pour une entreprise. Soit c'est une danseuse, ça c'est la version négative, et là donc c'est pas terrible, mais pourquoi pas, après tout. Soit c'est quelque chose qui est une étape indispensable et plutôt une dimension indispensable. Et je crois que Cécile en parlait. L'entreprise est en train de se redéfinir aujourd'hui et elle a, au cours du temps, elle est de plus en plus sortie de ses murs. Son objet social même était tourné vers ses fondateurs. Aujourd'hui, la loi, d'ailleurs, l'a élargi. On permet même à certaines de l'élargir encore plus vers l'entreprise à mission. Mais le mécénat a bien illustré qu'à un moment, l'entreprise, au-delà de ses fournisseurs, de ses clients, de ses actionnaires, avait un rôle à jouer et elle l'exprimait, en tous les cas quand elle le faisait sérieusement, par ses opérations de mécénat, via entre autres des fondations, avec le même sérieux qu'elle exerce ses décisions de gestion dans d'autres domaines. Ce n'est pas un objet de rentabilité, mais c'est un objet de rôle ou de responsabilité de l'entreprise. Et donc, si c'est un objet sérieux pour l'entreprise qui définit une part de son nouveau rôle ou une dimension de son nouveau rôle, ben, il n'est pas surprenant qu'elle y applique un certain nombre de critères d'exigence, puisque des flux d'argent non négligeables passent via la fondation sur des projets, de s'assurer que les porteurs de projets remplissent des critères. Quand on parle de critères, c'est pour ça que je parlais de matérialité, on ne va évidemment pas appliquer à une structure associative de taille éventuellement modeste, même si certaines sont des grosses structures, les mêmes critères qu'on appliquerait sur Sanofi. Ce ne sont pas des sociétés cotées qui n'ont pas forcément la même gouvernance, donc il faut s'adapter, mais qu'on soit sûr qu'on est avec des structures, on va dire, qui aient une bonne moralité, pour simplifier les choses, et que les projets en eux-mêmes portés s'exécutent de la même façon. Donc c'est vraiment, je dirais pour moi, la qualification d'un niveau d'engagement et de qualité du mécénat qu'a l'entreprise et qui nous mène même aujourd'hui, on le voit, je crois que 75% des entreprises du CAC 40 se sont dotées d'une raison d'être, pas au sens de la loi Pacte, mais long. La lecture de ces raisons d'être nous montre même que l'entreprise se redéfinit dans un nouveau rôle dont une partie sera extrêmement sociétale, donc extrêmement tournée vers le contexte de son business dans des enjeux plus sociétaux. Et c'est là qu'on voit qu'une nouvelle forme de mécénat élargi est en train de se définir et dans lequel les critères et ces approches seront importantes. Parce que si l'entreprise s'empare d'une partie de l'intérêt général, il est logique qu'elle contrôle la façon dont elle le fait, et essentiellement parce qu'il n'y aura pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd. Donc, elle est contributive du monde. Donc, pour moi, la place de ces approches qui ont été présentées par Valérie s'inscrit complètement dans cette logique quand c'est fait sérieusement. Alors, j'ai déjà des questions pour vous, Sylvain, puis après, je vais me tourner vers Cécile Renoir. Qui, en France, coordonne et influence la discussion nationale auprès de l'État et auprès de l'Union européenne sur la question du triple résultat d'un référentiel ESG commun? Ouais, c'est l'État et ses ministères. Alors, il y a deux grands ministères à la manœuvre. Il y a évidemment le ministère de la Transition écologique, mais surtout aujourd'hui, en fait, ces sujets sont aux mains de Bercy. Et depuis quelques années, d'ailleurs, je vous engage à relire sur les 2 dernières années les prises de parole de Bruno Le Maire, en particulier autour du sujet du capitalisme social et d'un nouveau mode capitaliste. Et les projets, tous les textes que j'évoquais au début, sont des projets qui sont vraiment aux mains de Bercy. Et ces grands projets et ces grands textes et toute cette influence se joue maintenant au niveau européen passe par beaucoup de consultations. Il y a énormément, en particulier, si je n'en prends qu'un seul qui est important, qui est les textes sur ce que doivent publier les entreprises en matière de RSE, qui sont en pleine révision, comme je le mentionnais. Des consultations ont été organisées auprès des instances professionnelles, le MEDEF, la FEP, les syndicats, les ONG, des professionnels, des gens comme nous. Et donc, il y a des centaines d'auditions qui sont organisées et qui sont faites dans tous les pays. Derrière, c'est consolidé. Donc, est-ce qu'il y a des organes d'influence? Et bien sûr, il y a sûrement des lobbies qui jouent
On l'a vu dans un certain nombre de cas, dans un sens ou dans l'autre. Mais l'État s'organise aujourd'hui sur les textes en matière de RSE, l'État et les États en Europe, via des programmes de consultation et des grandes enquêtes. Et c'est comme ceci que les choses remontent. L'AMF, par exemple, en France, a été un des organes de consolidation des propos d'un certain nombre d'émetteurs, par exemple, en tant que régulateur, à consolider, mais comme le MEDEF a pu le faire, comme les syndicats français ont pu le faire. Donc voilà, il y a du multipartisme, il y a une plateforme qui conseille les pouvoirs publics, qui s'appelle la plateforme RSE, dans laquelle il y a un grand nombre de syndicats et d'organisations. Sur les ODD, qui est d'ailleurs une partie de la question, le président de la République a mis, à un moment, quand la France a défini sa feuille de route autour des objectifs de développement durable, a mis en place un comité d'experts, un comité de haut niveau d'experts pour les ODD, auquel j'ai eu la chance de faire partie, qui a permis de conseiller l'État sur la mise en œuvre de la feuille de route de l'État autour des objectifs de développement durable. Et c'était multiparti. D'accord, d'accord. Et juste une dernière petite question. Je vous en prie. Est-ce que le mécénat a déjà une place dans les référentiels existants ou ce n'est pas du tout le cas? Alors, oui et non. Enfin, oui. Si, en fait, oui, totalement. Si on prend des référentiels privés comme la GRI, on va parler de l'action sociétale de l'entreprise, où on dit il faut que l'entreprise en rende compte. On le voit d'ailleurs dans un certain nombre de rapports d'entreprise, de prise de parole d'entreprise. Par contre, dans la réglementation, si je ne suis pas un féru de ces choses-là, mais néanmoins, il n'y a pas, puisqu'on parle de risque, mettre le mécénat dans les principaux risques de l'entreprise, on ne va pas le trouver. Par contre, c'est plutôt au niveau stratégique et politique que ce que j'évoquais que prend le mécénat. Dans un moment où l'entreprise redéfinit son sens, ce à quoi elle sert globalement, le mécénat a sa pleine place, s'il est bien fait, pour illustrer ce rôle et la responsabilité élargie. Et donc, en ce sens, je pense qu'on le verra rentrer dans les référentiels et dans les critères. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. On a retrouvé Amélie, mais c'est vers Cécile Renoir que j'aimerais à nouveau me tourner. Qu'est-ce que ces exemples ou ces discussions vous inspirent, vous qui regardez en tant qu'acteur, certes, mais aussi en tant que chercheur? Qu'est-ce que vous inspire le fait que le mécénat s'empare de ces sujets ou veuille s'y intéresser de plus près? Alors, je trouve que tout ce qui vient d'être évoqué montre bien l'intérêt que ça représente pour, en un sens, aiguillonner aussi des transformations dans l'entreprise elle-même. Donc, pour moi, c'est une façon, justement, comme le disait Sylvain, de ne pas considérer les projets de mécénat comme espèce de gage de la philanthropie, de l'action sociétale de l'entreprise, indépendamment d'une réflexion de fond sur le cœur de métier de l'entreprise, ses effets sur différents types de parties prenantes. Et je trouve que de ce point de vue-là, il y a aujourd'hui un bien meilleur équilibre puisque, en tout cas, moi, ce que je peux percevoir, c'est que les entreprises font en sorte que justement ces projets de mécénat, en tout cas pour bon nombre d'entre elles, soient vraiment pris au sérieux comme étant en lien avec des enjeux finalement stratégiques pour l'entreprise et peut-être avec la possibilité de faire des choses en allant un peu plus loin que ce qui est faisable à court terme dans l'entreprise. Moi, ce que je dirais aussi, c'est en vous entendant et puis en pensant à un certain nombre d'exemples que soit j'ai pu analyser de près, soit j'ai suivi et j'ai représenté la Fondation Nicolas Hulot dans le cadre de la plateforme RSE pendant plusieurs années, ce qui me permettait de voir quand même aussi le risque de blocage lié à des postures, notamment quand même des organisations patronales et autres, et parfois le sentiment qu'il y avait beaucoup de difficultés à un dialogue constructif entre le monde des ONG, de la société civile et les entreprises, alors même que moi j'étais témoin aussi de discussions constructives par ailleurs avec des entreprises. Et donc je me dis c'est parfois le problème de la manière dont les choses fonctionnent en France, mais aussi je pense toujours le risque ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire de donner à montrer des projets qui sont finalement qu'une partie des enjeux qui se posent pour les entreprises. Et ce que je trouve intéressant avec cette réflexion sur les critères ESG, c'est que c'est l'occasion de se demander quels sont les critères les plus décisifs. Et bon, j'avais eu l'occasion d'être auditionnée d'ailleurs à Bercy sur les questions de reporting extra-financier. Et moi, je leur avais dit, alors ça n'engage vraiment que moi, que j'étais parfois affolée par des référentiels qui peuvent devenir des usines à gaz si on se centre sur le reporting en tant que tel. Et le risque, c'est que les entreprises progressent en termes de reporting et pas en termes de contribution plus effective à la société et à ces enjeux socio-environnementaux.
Et du coup, je trouve qu'il y a un vrai enjeu à ce que soient repérés quels sont les critères les plus décisifs, et je pense qu'ils ne sont pas les mêmes selon les secteurs d'activité, pour se dire, et c'est un peu ce que vous disiez Valérie, en disant pour la fondation finalement se rendre compte qu'il y a des éléments clés qui sont d'ailleurs joués sur tel ou tel critère à des effets bénéfiques sur d'autres. Et en revanche, je pense qu'il faut aussi regarder les points morts ou les points aveugles, des choses qu'on ne regarde pas et qui sont pourtant décisifs par rapport à des transformations. Et là, je reviens sur ce que Sylvien, vous évoquiez de la potentielle transformation dans la décennie qui vient autour de la question de la réforme des normes comptables. Moi, il me semble que c'est vraiment un enjeu, un aspect décisif si on veut vraiment changer les choses et faire se converger les logiques financières et extra-financières. Sinon, le risque, c'est qu'on ait quand même du reporting extra-financier qui soit un peu éloigné de ce qui compte quand même vraiment pour les acteurs économiques. Et voilà. Et donc, je pense que cette réflexion-là sur ces règles du jeu en termes notamment de fiscalité et de comptabilité, c'est absolument décisif si on veut changer les choses à la bonne échelle. Voilà. Et de ce point de vue-là, je trouve que tout ce qui s'essaye à plus petite échelle via le mécénat est très intéressant parce que c'est aussi une manière d'engager des acteurs de tout type à se mettre dans cette réflexion sur ce qui est le plus décisif par rapport aux questions écologiques et sociales cruciales aujourd'hui. Merci. C'est une sorte de plaidoyer très, très, très enthousiaste pour poursuivre, manifestement. Valérie, je me tourne à nouveau vers vous. Ce que vient de dire Cécile Renoir, j'ai l'impression que ça n'a pas été une problématique dans le fait que la Fondation Sanofi Espoir veuille se mettre dans cette démarche. Au contraire, Sanofi l'a-t-elle apprécié? Vous avez-vous eu des questionnements au niveau de la présidence de Sanofi ou au contraire, ça s'est passé tout naturellement? Il faut remettre le micro. Merci. Non, je pense que je dirais, l'état de sidération qu'on peut avoir quand on apporte un sujet, on ne l'a pas tellement trouvé au niveau de l'entreprise parce que finalement, l'entreprise baigne déjà dans ces histoires de ESG, même si les critères, comme le rappelait Sylvain, ne sont pas figés, mais l'entreprise baigne dans ces évaluations. Là où on a eu le plus d'interrogations, c'est d'amener ça finalement dans le milieu associatif ou dans le milieu du mécénat, parce que quand on parle des critères ESG, on parle de critères extra-financiers, mais donc du coup, plus ou moins, ça se rapporte quand même à la finance. Et du coup, en gros, ça ne nous concerne pas, quoi. C'est pas notre sujet. Or, en fait, nous, ce qu'on voyait à l'intérieur de ces critères ESG, et c'est ce qu'ont rappelé aussi bien Sylvain que Cécile, c'est cette question de risque finalement et d'enjeux et d'interconnexion entre les différents domaines. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est mécène et qu'on pense, et qu'on espère en tout cas, faire du bien quelque part ou amener quelque chose de positif quelque part, en général, on ne s'assure pas pour autant qu'on n'est pas en train d'aggraver une autre situation. Et c'est là que rentre la question de l'analyse du risque et des enjeux. Comme je disais, on intervient sur des secteurs qui sont déjà fragiles en fait. Et donc, il ne faut vraiment pas que au cœur de nos actions, qu'on soit bailleur de fonds ou acteur, on provoque une autre catastrophe. Donc, je pense que l'idée, c'est vraiment ça. Et je ne sais même pas si on peut parler de réticence, mais on va dire plutôt l'étonnement est plus venu du milieu, on va dire, mécénat et associatif que du milieu de l'entreprise. D'accord. D'accord. L'étonnement, j'espère qu'on contribue à le diminuer aujourd'hui par les exemples que vous avez donnés.
J'ai l'intention de poser une question à Sylvain, et puis peut-être que si vous voulez bien, Sylvain Lambert, puisqu'on ne pourra pas répondre à tout, on vous les adressera, et si vous voulez bien, par l'intermédiaire d'Admical, préciser si les questions vous sont posées. Est-ce que vous avez idée de labels ou de structures qui proposent des analyses d'entreprises de petite et moyenne taille non cotées et qui constitueraient un tissu économique de l'ESS, le développement durable, etc. S'il existe des labels ou des structures qui proposent des analyses pour des petites structures? Non cotées, hein. C'est bien ça la question. Non cotées. Parce que coté, oui. Non coté, pas grand-chose. Ce que l'on a dans le non coté, ce sont plutôt des initiatives que peuvent utiliser des petites structures pour se faire reconnaître. Vous avez par exemple un référentiel qui est quand même connu, qui est l'ISO 26000, dont je ne suis pas ni un fan ni un détracteur, mais qui permet néanmoins à une petite structure de dire qu'elle a construit sa démarche. Parce qu'on ne se fait pas certifier ISO 26000. C'est plutôt un guide de travail, mais la petite structure, la TPE, la PME, peut dire qu'elle a construit sa démarche en suivant ce référentiel-là. Il existe par contre au sein de certaines fédérations professionnelles des initiatives ou des labels de fédération qui peuvent avoir un intérêt, qui sont des labels entreprises responsables. Je sais qu'il y en a un dans la fédération du textile, je crois, de mémoire, donc qui ont une gouvernance au niveau de la fédération, donc qui est plutôt pas mal. Ce qu'il faut fuir, ce sont les labels montés par des consultants ou des agences dont l'objet est de faire de l'argent avec, et ça, même s'ils peuvent être intelligents, il faut fuir ça absolument. Il vaut mieux aller vers des référentiels. Et puis, n'oublions pas, par exemple, le Global Compact. Le Global Compact, quand même, en France, je crois que plus des 2/3 ou des 3/4 des adhérents du Global Compact, donc le pacte mondial des Nations Unies, sont des PME et des petites entreprises. Et je parlais encore avec un patron d'une petite boîte de l'Ariège, il m'expliquait en quoi c'était important en interne d'être membre du Global Compact et de faire son petit reporting annuel qui est assez léger. Lui, c'est vraiment une PME d'une centaine de personnes, peut-être même de 80. Et en quoi ça intéressait ses collaborateurs et ses clients. Donc, je pense que dans les labels, c'est plutôt un référentiel, mais fort, le Global Compact. L'ISO 26000 est un guide de travail pertinent. Et puis, je conseillerais à ces petites structures de regarder ce qui existe au niveau de leur fédération professionnelle pour voir s'il existe des labels pertinents. Voilà. Merci. Bon, tout à fait répondu à la question et je pense que notre auditeur, spectateur a trouvé la réponse à sa question. Je me tourne, puisqu'on vous avait perdu pendant quelques minutes, Amélie, je crois que vous vouliez donner par exemple des exemples sur ce qui concerne l'éthique, parce que à travers votre rôle sur les crises humanitaires, vous intervenez sur des pays où l'éthique est parfois un petit peu grise parce que les gouvernements souhaitent intervenir, etc. Est-ce que vous pouvez nous donner juste un exemple, puisqu'on vient de parler d'aspects internationaux, de moments où vous avez pu, à travers l'audit, vous adresser à cette question? Bien sûr, oui. L'évaluation permet effectivement d'accompagner des associations sur ces sujets qui sont aujourd'hui plus que jamais importants pour une association, comme vous le disiez, qui agit dans des contextes compliqués ou à risque, mais aussi qui collecte des fonds auprès du grand public ou auprès des institutions. Il faut être très transparent sur ces sujets-là. Donc, on a permis à certaines associations de mettre en place notamment des codes d'éthique pour les protéger. Et je me rappelle donc un de nos partenaires en Amérique latine, en plus de mettre en place un code d'éthique, a ajouté un code de conduite interne signé par l'ensemble des équipes, donc l'ensemble des salariés, pour justement encore une fois, protéger tout le monde. On a aussi de mémoire des partenaires qui ont ajouté des clauses éthiques dans les contrats passés avec leurs partenaires ou leurs fournisseurs, parce que beaucoup d'associations travaillent avec d'autres partenaires plus localement dans les pays d'intervention. Donc ça aussi, c'est des choses qui ont été, qui ont permis d'apporter un cadre pour protéger sur ces sujets. Ouais. Merci beaucoup. Eh bien, Sylvain, puisque vous devez quitter cette réunion, je vous remercie beaucoup de vos éclairages. Je vous remercie par avance de bien vouloir répondre à certaines questions qu'on pourrait vous adresser par la suite. À bientôt. Comptez sur moi. Merci beaucoup et bonne fin de débat. Au revoir.
Au revoir. Eh bien, on va aborder maintenant le dernier quart d'heure de cet échange, justement en regardant s'il y a des questions que vous voulez adresser à certains de nos participants. Et puis, avant de pouvoir conclure, alors je passe la parole à Clara, qui a été chargée de synthétiser certaines questions qu'on a déjà abordées à travers le chat, mais il y en a certainement d'autres qui s'adressent à l'une ou l'autre de celles qui sont restées sur le plateau. Tout à fait. Alors, il y a une première question pour Cécile, une personne qui demande « Difficile d'être une entreprise à mission en temps de crise, confère le cas de Danone obligé de supprimer des emplois actuellement ». Oui, je n'ai pas compris le début de la question, c'est que penser? Alors, est-ce qu'il n'est pas difficile d'être une entreprise à mission en temps de crise? Oui, mais je pense que le fait d'être une entreprise à mission, quelle qu'elle soit, n'enlève pas les problèmes liés au contexte. Et donc, voilà. Ensuite, ce qu'on peut supposer, c'est qu'une entreprise à mission, et pour ma part, je pense que toute entreprise devrait se concevoir comme une entreprise à mission et qu'il serait souhaitable qu'on fasse rentrer ça dans le droit dur, sans trouver suffisant que certaines entreprises, justement, en fonction peut-être de la bonne volonté des dirigeants, soient dans ces processus. Je pense qu'aujourd'hui, face à la gravité des enjeux, c'est nécessaire. Et évidemment, la question de la mission de l'entreprise, elle n'est pas déconnectée de l'environnement dans lequel elle se trouve. Et donc, que des entreprises, y compris comme Danone ou autres, soient face à ces enjeux critiques liés à la crise sanitaire, qui devient aussi une crise économique et sociale, c'est certain. On peut penser quand même que des entreprises qui travaillent justement sur leur mission au service de la société, qui essayent de prendre soin des personnes dans leur sein et dans leur écosystème, elles sont d'autant plus et d'autant mieux armées pour accompagner les licenciements. Il faut espérer que pour Danone, ça soit le cas, pour faire en sorte que, je sais que Danone avait mené quelques projets, déjà il y a une dizaine d'années, dans des pays dans lesquels il y avait un certain nombre d'enjeux critiques pour des populations locales autour des sites de production ou dans des zones dans lesquelles Danone faisait commercialiser des produits, et de se dire comment l'entreprise contribue avec d'autres à une prise en charge de ces enjeux sociétaux. Je pense que tout ça ne fait que renforcer les arguments en faveur, moi, de ce que j'appelle la responsabilité politique de l'entreprise ou des dirigeants, c'est-à-dire voir ce qui peut être mené dans l'entreprise avec les moyens qu'elle a. Et évidemment, elle ne peut pas tout, mais elle a quand même des marges de manœuvre. Et en même temps, pour des chefs d'entreprise responsables, eh bien, militer pour l'adoption de règles du jeu qui facilitent justement des filets de sécurité sociale pour les plus vulnérables, qui facilite justement une meilleure intégration des questions écologiques et sociales dans la gestion et l'administration de ces entreprises, etc. Et ce qui fait revenir à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est ce que les anglo-saxons appellent les metrics, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux instruments de pilotage, quel type de création et de partage de la valeur. Et ça, l'exemple de Danone et d'autres entreprises qui ont beau avoir adopté certains référentiels et qui veulent aller plus loin, on voit bien comment ils sont à la fois tributaires du contexte et appelés à aller peut-être encore plus loin dans la prise en compte de ces enjeux qui ne vont... En gros, nous savons que dans les années qui viennent, toutes ces questions-là, elles vont se poser de plus en plus fortement pour les acteurs. Donc, pour moi, ce qui se passe aujourd'hui est une manière de renforcer la nécessité de réfléchir à ce qui peut se faire avec ce qui existe aujourd'hui en termes de droit mou, comme on dit, de soft law, mais aussi de voir comment les entreprises font du plaidoyer à rebours d'un lobbying à court terme pour des intérêts particuliers, comment est-ce qu'elles sont contributrices d'une réflexion sur cette transformation des règles du jeu, justement, pour pouvoir être pérennes elles-mêmes dans un environnement plus équitable et durable. Merci. Peut-être une autre question. Une personne qui nous dit donc les PME et les PE ont besoin de signaux forts de la part de l'État pour faire le saut vers les critères ESG. On peut le regretter, mais l'incitation fiscale et comptable a toujours été un levier fort en France. À votre avis, est-ce qu'il existe des projets en cours en ce sens?
Alors, moi, ma petite mesure, je suis un peu en lien avec les travaux d'une chaire qui a été créée à AgroParisTech l'année dernière, avec le soutien de certains grands groupes, sur la question d'une comptabilité en triple capital. Ça, c'est le modèle qui est préconisé par cette chaire, mais qui est une manière de réfléchir justement à l'intégration dans les normes comptables de ces enjeux écologiques et sociaux d'une façon vraiment structurante. Et je trouve ça très significatif que l'un ou l'autre grand groupe soit partenaire de cette chaire et qu'une école comme l'Agro, qui justement essaye de prendre en charge les sujets agricoles, qui sont aussi nos sujets environnementaux liés à la santé, veuille développer la recherche et la formation sur ces sujets. Donc je trouve que ça, c'est une très bonne nouvelle. Et je sais que par exemple des chercheurs comme justement Alexandre Rambaud, Jacques Richard, qui sont un peu à l'origine de ces travaux et de cette chaire, travaillent depuis pas mal de temps avec des entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire pour tester cette comptabilité en triple capital, et que maintenant certains grands groupes acceptent aussi d'ouvrir leurs portes pour que, au moins sur certains domaines, il puisse y avoir ces tests, et avec l'idée, ce qui était évoqué tout à l'heure par Sylvain, qu'il va falloir y aller de toute façon dans les années qui viennent. Et donc ça, je trouve que c'est plutôt encourageant aussi pour les PME. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions brûlantes ou bien est-ce qu'on peut entamer la presque conclusion avec Valérie? Dites-moi, Sarah. Clara? Non, il y avait quelques autres questions, mais on pourra peut-être les transmettre par la suite et les traiter dans un second temps à l'écrit. Merci beaucoup. Ce que je voulais demander à Valérie, moi j'ai eu l'impression à travers cette conversation, ce débat, ces échanges, que c'était un sujet qu'on était en train de commencer à défricher, qui était déjà largement défriché, mais qui était encore très, très, très prometteur. On a pu tester votre sensibilité à la question. Vous êtes encore très nombreux à nous suivre alors que l'après-midi se déroule. Je voulais aussi signaler qu'Admical et Sanofi Espoir souhaitent prolonger dans le courant de 2021 sa réflexion. Vous y avez été très, très, très motrice, Valérie, et avec la Fondation Sanofi Espoir. Quelles sont vos attentes en ce sujet? De quoi auriez-vous rêvé pour cette partie du sujet en début 2021? C'est Noël avant l'heure. Donc, en fait, l'idée, c'était déjà d'avoir un échange au niveau des différentes structures de mécénat. On est chacun, on l'a vu en travaillant sur différents sujets, en fait, on couvre des secteurs très, très différents. Sur de l'emploi, sur du social, sur de l'éducation, sur de la santé, etc. Donc, on a chacun finalement nos sensibilités, nos propres indicateurs. Il y a des choses d'emblée où on sait qu'il faut aller regarder. Et l'idée, c'est sans doute, on ne pourra pas tous devenir des experts dans tous les domaines, mais peut-être justement de profiter de cette communauté au niveau de la philanthropie pour construire, on va dire, une approche. Alors, on a parlé beaucoup de finances et de rapports extra-financiers, mais qui est vraiment de comment est-ce que je fais pour avoir une contribution positive sur mon cœur de mission en tant que fondation, sans pour autant aggraver une situation ailleurs. Donc, je pense que cette approche passe par un travail donc au niveau plus général de la philanthropie pour réfléchir sur des indicateurs simples, parce que comme disait Cécile Renoir, il ne faut pas tomber non plus dans une question de reporting. Moi, je ne vais pas faire des kilos de rapports en plus sur la santé, d'avoir tous les indicateurs sur gender balance, tous les indicateurs sur l'éducation, tous les indicateurs sur l'écologie. Non, c'est juste pas possible, mais c'est plutôt vraiment réfléchir ensemble. Quels sont les risques
Voilà, Amélie a beaucoup parlé, on a parlé du risque de corruption, donc tout c'est d'intégrité. Alors nous, on n'est pas sur l'intégrité des affaires, mais en tout cas sur l'intégrité au niveau des comportements. Donc voilà, c'est toutes ces questions. Où est-ce qu'on est finalement le plus à risque? Où est-ce qu'on pourrait creuser encore des différences? Donc comment est-ce qu'on fait pour travailler tout ça ensemble? On a beaucoup parlé pendant ce Mécène Forum, en tout cas pendant les ateliers que j'ai regardés, auxquels je participais de loin, de l'importance d'un travail collectif. Et c'est ça, en fait, je crois qu'on veut proposer maintenant. Il est à organiser. Admical y travaillera certainement très volontiers et sera la cheville ouvrière, s'il le faut, dans ce domaine. Mais j'appelle tous ceux que ça intéresse à le signaler pour qu'on puisse vraiment prendre la mesure de l'intérêt d'abord. Je crois qu'on voit aujourd'hui qu'il est assez grand. Et puis, décider de quelle manière on peut avancer tous ensemble sur le sujet. Léo va certainement nous en dire un petit mot tout à l'heure. Mais il me semble que derrière la question que nous avons abordée aujourd'hui se dessine quelque chose de très fondamental qui s'appelle en fait l'éthique. On a prononcé ce mot-là très très souvent aujourd'hui. Je signale entre parenthèses que Admical travaille sur le sujet de la déontologie du mécénat, qui ne touche pas forcément les sujets ESG, mais les sujets de process, comment on s'interdit de faire certaines choses, pourquoi on se l'interdit, comment on s'assure que le mécénat répond à certaines règles de déontologie. Donc c'est un sujet dont on vous reparlera dans le courant de l'année 2021, très bientôt j'espère. Et puis, je réinsiste là-dessus, le sujet de la collaboration entre mécènes. C'est pas la peine d'aller réinventer la roue ou l'eau chaude quand quelqu'un a déjà trouvé des solutions, mais réfléchir ensemble, ça ne peut que apporter des aspects positifs. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous remercier tous et je vais laisser terminer Léo, puisqu'il nous reste 2 ou 3 minutes pour le faire. Merci beaucoup, Nicole. Merci Valérie, merci Cécile, merci Amélie. C'était passionnant. L'échange pose effectivement la première pierre d'un travail qui va se poursuivre et on est très content et on vous remercie Valérie et Amélie d'avoir frappé à notre porte pour qu'on puisse porter ces réflexions ensemble. Ça fait beaucoup de sens. On voit effectivement sur de nombreux sujets liés à l'engagement des entreprises qu'il y a de plus en plus de porosité. Ce n'est pas le mécénat qui est dans son coin, les ESG dans le leur. Et effectivement, lorsqu'on souhaite être cohérent quand on est un acteur du développement du bien commun, ça fait sens de se poser la question de l'intégration des critères ESG dans ces politiques de mécénat. Donc, on continuera les discussions, les travaux, les recherches, vraisemblablement au cours du premier semestre 2021, au travers d'articles, de papiers, de fonds, et puis d'autres échanges évidemment avec les adhérents amicales en visio, et puis peut-être aussi, on espère, en vrai aussi. Dans tous les cas, voilà, vous serez informés de notre part, et pour toutes celles et ceux qui ne sont pas membres du réseau amical, très bien d'une part, mais n'hésitez pas à nous solliciter si le sujet vous intéresse, si vous souhaitez aussi poursuivre la réflexion avec nous. J'en profite aussi pour vous remercier chaleureusement Valérie, Amélie et la Fondation Sanofi Espoir, qui est un partenaire de longue date et important du Mécène Forum. Une fois de plus, on a pu compter sur votre soutien précieux cette année et on vous remercie fortement. On a un tout petit peu d'avance. Je ne sais pas si quelqu'un veut dire le mot de la fin. Je laisserai à Valérie. Bon, c'est toujours très difficile d'arriver. Finalement, ce que je vois, c'est effectivement qu'il y a eu beaucoup de participants, il y a eu pas mal de questions. Donc, je pense que c'est un sujet qui, en tout cas, sur lequel tout le monde s'interroge au niveau des participants du Mécène Forum. Et donc, j'espère que on retrouvera, alors peut-être pas la totalité, mais en tout cas, on vous retrouvera en grand nombre au cours de l'année 2021 pour travailler sur ces critères au niveau de la philanthropie. Voilà, merci beaucoup. Merci Nicole pour le travail de coordination et d'animation. Merci Cécile pour votre participation. Merci Amélie également et merci à toute l'équipe amicale.
Merci Valérie. Pour la suite du programme, on vous propose une petite courte pause de 15 minutes et on vous donne rendez-vous à 15h30 pour le prochain atelier qui sera en lien avec la question du changement climatique et de la biodiversité que l'on organise avec la Fondation BNP Paribas. Merci à toutes et à tous et à tout à l'heure. Au revoir. Merci. Merci Cécile, merci beaucoup. Merci à